Je suis Rainer Fulmich, je suis un avocat de première instance, je suis admis à la barre allemande et californienne depuis 26 ans et j'ai mon cabinet. J'ai, au cours de ces années, représenté principalement des consommateurs et des petites entreprises contre des grandes entreprises frauduleuses, comme Volkswagen et la Deutsche Bank. Et je suis rentré là-dedans parce qu'un de mes amis m'a demandé de faire quelque chose à ce sujet. Et ma femme a en quelque sorte confirmé en disant « Oui, tu dois faire quelque chose ». Et c'est pourquoi nous sommes partis de Californie pour rentrer en Allemagne, pour participer à l'effort pour découvrir ce qu'il se passe réellement. Et maintenant que nous avons plus ou moins une image plus claire, le grand défi est de lutter contre ce que ces gens essaient de faire. Votre concentration est-elle sur le test PCR ? Oui. Nous nous concentrons sur le test PCR, car si nous parvenons à convaincre un tribunal qu'il s'agit d'une entreprise frauduleuse, c'est-à-dire le test PCR étant commercialisé avec l'affirmation qu'il peut détecter les infections, si nous pouvons convaincre un tribunal qu'il s'agit d'une fausse déclaration, alors tout le château de cartes va s'écrouler. Car c'est le seul outil qu'ils utilisent pour garder les gens en mode panique. Et il n'y a aucun fondement à cette panique, parce que comme je viens de le souligner, même selon l'OMS qui ne pouvait pas vraiment échapper aux conclusions de John Ioannidis, la mortalité ou la létalité est à peu près la même que celle de la grippe commune. Donc insignifiante en gros. Oui. Et il y a déjà l'immunité collective. C'est une autre chose qui a été négligée, donc il n'y a absolument aucune raison pour un vaccin, sauf pour que l'industrie pharmaceutique gagne de l'argent et cause probablement beaucoup de dégâts en termes de santé, et même il y aura probablement beaucoup de morts aussi parce que ces vaccins n'ont pas vraiment été testés correctement. Généralement, il faut entre 5 et 7 ans pour développer un nouveau vaccin. Et maintenant, on peut le faire ? Ou ils prétendent que cela peut être fait en 9 mois environ ? Je ne pense pas. Pouvez-vous commenter le procès que vous allez faire la semaine prochaine ? Il sera publié ? Non, ce ne sera pas un seul procès. Ça va être un certain nombre de différentes poursuites qui vont être déposées à la fois ici en Allemagne, de ce côté de l'Atlantique, et aux États-Unis. Ici en Allemagne, nous allons commencer à intenter ces poursuites parce que nous sommes un peu en avance sur nos collègues américains. Même si nous avons discuté de cela pendant un bon moment maintenant, dans de nombreuses conférences Zoom, mais nous sommes un peu en avance sur les autres. Et nous allons donc commencer à déposer ces plaintes ici en Allemagne pour dommages contre des personnes comme Drosten, Wheeler et certains autres. Pouvez-vous les tenir personnellement responsables ? Oh oui, parce que ce sont eux qui ont menti. Ce sont eux qui sont allés trop loin. Ils ne le font pas seuls. Ils gagnent de l'argent avec, bien sûr, mais quelqu'un d'autre tire les ficelles, comme Klaus Schwab et Bill Gates, qui sont cachés en arrière-plan pour ainsi dire. Mais nous devons commencer quelque part. Et l'objectif, ou l'intention que nous pensons importante ici, est de mettre tout au grand jour. Utiliser ce que nous avons appris grâce au comité du Corona de Berlin pour utiliser ces éléments de preuve et les experts que nous avons entendus afin de convaincre un tribunal qu'il s'agit d'une pandémie organisée et qu'il y a d'autres objectifs, d'autres personnes sont derrière cela et essayent de pousser des objectifs complètement différents. Cela n'a rien à voir avec la santé du monde. Comment une opération comme cela fonctionne ? Ou comment cela est-il structuré ? Nous ne savons pas et nous nous en fichons. Pour le moment, nous ne nous en soucions pas. Les preuves vont nous y conduire. En particulier, si nous profitons du système judiciaire anglo-américain pour gagner cette affaire contre Drosten. Nous n'avons pas besoin de savoir qui est derrière lui. Nous savons. Nous pouvons voir qu'il y a des gens derrière lui parce qu'il n'est tout simplement pas assez intelligent pour élaborer tout ça par lui-même. Et Wheeler non plus. Et nous savons en écoutant bon nombre de ces experts qu'ils ont été en contact avec... Wheeler et Drosten ont été en contact étroit avec les acteurs au derrière de la scène. Les acteurs pharmaceutiques, comme Roche, qui est l'un des plus grands acteurs pharmaceutiques, ou la Wellcome Trust. Je crois que Wheeler travaillait pour eux, ou avec eux.
Donc nous savons qu'il y a quelque chose en arrière-plan, mais ce n'est pas important pour notre action en justice. Pour cette action, nous pouvons nous concentrer sur une seule chose. Ces gens ont menti en disant au grand public que les tests PCR peuvent nous dire quelque chose sur les infections. Comment une tromperie aussi simple pourrait prendre autant d'ampleur que ce test PCR? Parce que c'est la panique. Bobby Kennedy, quand il a prononcé un discours ici à Berlin le 29 août, c'était la plus grande démonstration que ce pays n'ait jamais eue. Bien que les médias publics... il y avait plus d'1 million de personnes. Les médias grand public ici en ont fait quelque chose sans aucune conséquence. Ils ont dit qu'il y avait 17 000 personnes environ qui se sont réunies. Nous le savons car nous avions 34 avocats sur le terrain, coopérant avec des membres des forces de police. Nous savons que c'était beaucoup plus d'1 million. Mais il a rappelé aux gens quelque chose qui n'est pas seulement ce que son oncle a dit il y a 50 ans, Ich bin ein Berliner, célèbre, absolument célèbre. Chaque Allemand s'en souviendra toujours. Mais aussi une citation de Franklin D. Roosevelt, nous n'avons rien à craindre, si ce n'est la peur elle-même. Et c'est ce qu'ils font. Ils essayent de garder tout le monde dans la peur en faisant semblant, en utilisant ces marionnettes comme Drosten et Wheeler et Tedros, en quelque sorte placés en arrière-plan en ce moment, mais ils essayent d'utiliser la peur pour que les gens croient que tout le monde, même le plus proche voisin ou membre de sa famille, représente un danger pour eux, pourrait être un super propageur, même s'ils sont complètement sains et ne montrent aucun symptôme. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas seulement un mensonge à propos des tests PCR qui peuvent nous dire quelque chose sur les infections. En plus, ils devaient mentir en disant que les gens peuvent être contagieux, même s'ils ne présentent aucun symptôme. Et c'est autre chose, parce que Drosten sait qu'il ment. Quand il a publié pour la première fois une préimpression aux environs du 30 janvier sur la façon dont cette femme de Wuhan est venue à Francfort et a infecté beaucoup de gens sans qu'elle n'ait aucun symptôme, c'était faux. Il y avait un journaliste du nom de Kai Kupferschmidt qui l'a signalé et a dit « Hey, c'est faux! Cette femme a montré des symptômes parce qu'elle prenait des médicaments anti-grippaux. Vous ne le faites pas si vous n'avez aucun symptôme. » Mais il a quand même publié son article sans corriger cela. Donc ce que vous avez ici est le mensonge numéro 1. Il peut y avoir des infections sans symptômes, donc tout le monde a peur de tout le monde. Même si personne ne montre aucun symptôme, si personne n'est gravement malade. Et le deuxième mensonge est que les tests PCR, avec leurs résultats positifs, nous renseignent sur les infections. Et voilà, c'est la mise en scène qui est parfaite pour cette panique actuelle. Pourriez-vous peut-être répéter cela en une phrase ou deux, de manière concise? Vous savez qu'on nous a dit qu'il y avait cette propagation via les asymptomatiques, et que ce n'est pas vrai, bien sûr, et que c'est la base des masques. Juste parce que c'est un point tellement important, je pense que c'est génial. Alors, un des professeurs de loi qui nous conseille en arrière-plan m'a fait remarquer que dans cette affaire délictuelle, il y a 2 lignes vraiment importantes qui doivent être mises en premier plan. L'une est que les tests PCR peuvent nous dire quelque chose sur les infections. La vérité est qu'ils ne le peuvent pas. Et surtout pas de la façon dont ces tests PCR, les tests de Drosten, sont mis en place. Parce que tout le monde dit, tout le monde est d'accord sur le fait que si vous utilisez ces tests PCR, vous prenez un écouvillon et vous avez ces molécules qui sont invisibles à l'œil humain. Il faut donc les amplifier. En les mettant dans une machine, la plupart d'entre elles produites par Roche, il faut les amplifier par cycle. Tout ce qui est au-dessus de 35 cycles, tout le monde convient que c'est complètement inutilisable. Ça n'a aucun sens, c'est non scientifique. Les tests de Drosten, tout comme les tests du CDC d'ailleurs, qui ont utilisé les tests de Drosten comme plan directeur, ont été établis à 45 cycles. Ligne numéro 1. Vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit sur les infections en utilisant ces tests PCR, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils testent positif à presque tout, y compris par exemple les débris, les fragments d'un rhume, d'une lutte de votre système immunitaire contre le rhume. Numéro 2, encore plus important je pense. Il dit qu'il existe des infections asymptomatiques, ce qui signifie essentiellement que chaque personne qui nous entoure, nos proches, nos amis, et qui ne présente aucun symptôme qui est parfaitement sain et qui apparaît parfaitement sain, pourrait être une menace.
C'est ce que cela induit. C'est ce que la fraude qui dit qu'il existe les infections asymptomatiques induit. Cela nous dit « Oh mon Dieu, tout le monde pourrait être potentiellement dangereux ». Ce n'est pas vrai. Et nous savons que Drosten, quand il a écrit ceci dans un préprint, savait que ce n'était pas vrai, parce qu'il faisait allusion à une femme de Wuhan qui a voyagé à Francfort et qui a apparemment propagé le virus qu'elle avait à beaucoup de gens. Et elle, il prétend qu'elle n'avait aucun symptôme. Un journaliste fait remarquer que c'est faux. Elle avait des symptômes parce qu'elle prenait un médicament antigrippal. Donc fondamentalement, c'est comme la grippe normale, où si vous éternuez ou toussez, vous êtes infecté. Oui. Si vous ne présentez pas de symptômes, vous n'êtes pas infecté. Il y a, je pense que le docteur Mike Eadon, il a trouvé un très bon moyen de définir ce qu'est une infection. Il dit qu'il y a une infection au froid et une infection. Si un test, quel que soit le test, est positif, car il trouve quelques débris, un fragment de la lutte antérieure de votre corps contre un rhume par exemple, ou quoi que ce soit, cela ne veut rien dire si c'est juste présent. Seulement si un virus pénètre dans vos cellules et se réplique, alors vous êtes contagieux. Et c'est à ce moment que vous avez des symptômes. Cela signifie que si vous n'avez pas de symptômes, quel que soit le virus quand il est là, il n'a rien fait. Il n'est pas dangereux et est probablement tué par le système immunitaire de votre corps. C'est seulement contagieux, c'est seulement infectieux au sens commun, s'il est entré dans les cellules et s'est répliqué. Avant cela, rien à craindre. Donc si vous n'avez pas de symptômes, vous n'êtes pas infecté et vous n'êtes pas contagieux. Absolument. C'est un gros problème parce que les symptômes sont comme un mal de gorge ou un mal de tête ou une diarrhée, peu importe. Tout comme une grippe normale. Tout comme la grippe normale. C'est ce que tout cela signifie. Oui, parce que ça a vraiment été écœurant de voir ces choses dans les médias. Des gens marchant avec du sang sur le sol. Tout simplement stupide. Mais ça a marché. Juste comme Bobby Kennedy a dit, il n'y a rien à craindre à part la peur elle-même. Mais maintenant, nous avons accumulé beaucoup de peur. Et beaucoup de gens ont simplement décidé que nous n'allions plus penser, que nous allions juste réagir à tout ce qui nous est déclenché, tout ce qu'ils utilisent pour nous déclencher. Et quel est votre objectif avec tout cela? Vous pensez que vous pouvez obtenir des injonctions sur ces choses? Oui, si nous avons de la chance, nous allons obtenir des injonctions en fonction du tribunal auquel nous nous adressons. Nous n'avons pas eu que des avocats qui essaient d'aider. De plus en plus d'avocats sortent de l'ombre, plus ou moins. Mais nous avons également le comité Corona. Nous avons également eu des juges qui nous appellent, qui nous contactent avec nous et nous demandent comment ils peuvent aider. Ils n'ont pas l'intention de contourner ou d'enfreindre la loi, mais ils veulent appliquer la loi afin d'arrêter cela. Donc, il y aura beaucoup plus de revirements que ce que nous pouvons voir en ce moment. Y a-t-il des efforts pour changer les lois, pour rendre cela plus difficile? Oui. Le gouvernement est en fait en train d'essayer de changer les lois parce que tout comme aux États-Unis, ici en Allemagne et en Autriche, de plus en plus de tribunaux ont déclaré ces décisions gouvernementales qui ne sont pas basées sur une audition parlementaire, sur nos législateurs, ceux pour lesquels nous avons voté, décidant de ces lois, mais ils ont simplement élaboré des règlements de nombreuses cours de justice y compris la Cour constitutionnelle en Autriche, les cours suprêmes du Michigan et du Wisconsin, au tribunal fédéral en Pennsylvanie, une cour supérieure de Californie, a dit « Vous pouvez avoir, avec votre gouverneur, vous pouvez faire un règlement d'urgence pendant quelques jours, mais il faut ensuite obtenir l'implication du Parlement. Vous devez impliquer les législateurs, et cela signifie que vous devez avoir une discussion sur les avantages et les inconvénients. Qu'en est-il des masques? Y a-t-il un but? Y a-t-il une autre opinion ailleurs qui dit que cela ne sert à rien? Sont-ils éventuellement dangereux, en particulier pour les enfants? Y a-t-il des études? Voilà le genre de discussion que nous avons besoin d'avoir. Et c'est l'une des choses que nous voulons pousser en tant que comité du Corona. Une discussion scientifique publique sur ce qu'il se passe. Et c'est ce que l'autre côté veut bien sûr supprimer. Car une fois que nous avons cela, les résultats seront les mêmes que ceux que nous avons eus au comité du Corona. Parce que les personnes que nous avons écoutées, les témoins que nous avons écoutés, sont essentiellement les mêmes, avec d'autres qui vont aller au tribunal. Ils ne vont pas changer d'avis. Je ne pense pas.
Est-ce que les événements de cette année ont changé votre vision du monde? D'autres événements? Les événements de cette année. Oh oui, les événements de cette année. Vous savez, comme je l'ai dit au début, je n'étais pas complètement surpris de voir comment les fonctions gouvernementales ont été reprises par des sociétés privées. La chose la plus importante cependant, et c'est quelque chose dont je suis encore assez choqué, la chose la plus importante est que des entreprises comme YouTube et Facebook décident à propos de l'étendue de la liberté d'expression. Ils sont ceux qui décident si l'opinion de quelqu'un peut être entendue ou non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Nous devons arrêter cela, car c'est notre devoir de souveraineté. C'est aux tribunaux de décider si un discours est diffamatoire ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas à des sociétés privées de décider si oui ou non une opinion qui est dite au monde à travers une vidéo est couverte par le droit à la liberté d'expression ou non. C'est nous. Ce sont les gens qui doivent décider de ça. Leur comportement vous a surpris? Ce qui m'a surpris, c'est à quel point nous avons été insouciants au cours des 10, peut-être 20 dernières années. Parce que l'empiètement sur nos droits individuels dure depuis bien plus longtemps. C'est juste, peut-être la dernière étape de ce plan, car il y a un plan derrière. Il doit y avoir un plan derrière quand il s'avère que la pandémie n'est pas une pandémie, mais c'est juste quelque chose comme la grippe commune, et quand il s'avère que ces personnes qui nous parlent de ces tests PCR nous mentent. Donc la question suivante est bien sûr de savoir qui fait cela et dans quel but. Où pensez-vous que cela mène? Quel est le but d'après vous? D'après ce que j'ai lu, et encore une fois, ce n'est pas important pour nos poursuites, mais de ce que j'ai lu, et selon les personnes avec qui nous avons parlé ici dans ce comité, historiens et journalistes, c'est la soi-disant grande réinitialisation. Quelques acteurs très riches du monde de l'entreprise, dont Bill Gates, mais aussi Klaus Schwab, il utilise son Forum économique mondial comme un forum de réunion pour l'élite corporative autoproclamée, et l'élite politique autoproclamée, pour les influencer, pour les manipuler, en gros pour faire pression sur eux. L'objectif est probablement la réduction de la population est l'un des objectifs, afin que les ressources du monde durent plus longtemps pour ceux qui survivront à ceux-ci. À mon avis, c'est l'un des objectifs, peut-être l'objectif de base. Le contrôle de la population? Oui, je pense. Une sorte de réduction gérée? Oui, c'est ce que je pense. Parce que vous pouvez lire ça. Ils ne font pas ça en se cachant. C'est disponible. Je veux dire que la semaine dernière, je pense que c'était l'article de Newsweek. Je pense que leur couverture montrait cette personne fantomatique, étrange, Klaus Schwab, qui est l'une des personnes qui est derrière cela. Que dites-vous aux gens qui sont nouveaux ou sceptiques à ce sujet, qui n'ont pas lu toutes ces choses? Ça dépend. Ça dépend à qui vous parlez. Comme quand nous nous sommes rencontrés là-bas, je parlais à un chauffeur de taxi. Ce gars est intelligent. L'intelligence, je pense, n'a rien à voir avec le fait d'avoir un diplôme en droit ou un diplôme en médecine. Mais ce type est intelligent parce qu'il pose des questions. Il ne portait pas de masque, ce qui était pour moi une invitation à lui parler, à engager une conversation. Et il m'a conduit ici et ça nous a pris environ 10 minutes. Mais pendant ces 10 minutes, il a commencé à me poser des questions, en quelque sorte comme ce que vous faites en ce moment, et donc il était ouvert d'esprit. Mais il était ouvert d'esprit parce qu'il avait déjà commencé à se poser lui-même les questions. Il m'a dit que certaines des choses qui arrivent n'ont aucun sens pour lui. Donc je pense que peut-être je l'ai intéressé à regarder un peu plus profond et obtenir des informations sur Internet, parce qu'il ne peut pas les avoir par les médias grand public. Comme je l'ai dit, ils ont été influencés de la même manière par ces investisseurs, Bill Gates et autres, par l'argent, l'industrie pharmaceutique et technologique. Et la dernière question est, je viens de Washington DC et tous les soi-disant experts, intellectuels, semblent être parmi les plus stupides dans des situations comme celle-là. Pourquoi, à votre avis?
Parce qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents qu'ils ne le sont en réalité. Je veux dire que certaines des personnes avec qui j'ai fait des études de droit savent tout sur la loi parce qu'ils ont appris de nombreuses réglementations par cœur, de nombreuses décisions par cœur. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre couche d'intelligence que beaucoup de ces personnes n'ont pas. Vous devez être en mesure de suivre votre instinct. Vous devez être capable de connecter les points ensemble. Vous devez être capable de... Je suppose que ça s'appelle l'intelligence sociale. Vous devez comprendre ce qu'il se passe. Pas seulement avoir des connaissances de certains aspects individuels de la loi dans ce cas, mais vous devez être capable de voir toute la forêt et pas seulement un arbre. Comme être débrouillard, avoir du bon sens. Être débrouillard, ça entre en jeu. Mais en plus, vous devez avoir les connaissances factuelles. Si vous êtes un avocat, vous devez connaître la loi. Mais cela seul ne vous amène pas très loin. Débrouillard est probablement un bon terme. Oui, parce qu'à DC, ils sont à 100%. Si vous allez dans le Midwest et le Sud, beaucoup de gens sont plus sceptiques. Oui, en Californie, la plupart des endroits où nous vivons, dans le nord de la Californie, la plupart des gens ne s'en soucient pas vraiment. Je veux dire qu'ils mettent leur masque s'ils doivent le faire, s'ils vont à Reno. C'est la ville la plus proche, la plus grande ville la plus proche de nous. Si vous allez dans un Walmart ou une quincaillerie, ouais, vous mettez votre masque. Mais dans ces petites villes, les gens s'en moquent. Ni les commerçants, ni les employés. Ils s'en moquent, ils ne portent pas de masque. Pensez-vous que certains changements démographiques des villes et des pays font partie de ce plan, ou en sont le résultat? Je ne saurais dire, je ne sais pas. Cela pourrait faire partie de ce plan, pas le résultat, pas encore. C'est un grand changement, n'est-ce pas? Vous devez vraiment changer toute votre évaluation par rapport à là où vous voulez vivre. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé que je voulais être loin des grandes villes. Mais ce n'est pas nouveau, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours eu le sentiment d'être entassé dans les grandes villes. Je n'aime pas quand il y a trop de monde autour de moi, quand c'est trop bruyant. Je ne peux pas supporter ça. J'aime être à la campagne, où il n'y a que des chevaux et des vaches et quelques ours et des crotales. Et mes chiens. Avez-vous d'autres commentaires que vous aimeriez faire? Non, je pense que j'ai tout dit. Okay, great. Well, thank you.